Spectateurs, fidèles abonnés aussi qui nous suivent par l'internet, nous vous saluons. De partout vous nous suivez ici, encore une fois de plus dans RT, dans votre émission Décrypto, votre émission des analyses des actualités, chaque vendredi 21h et samedi 15h. Une fois de plus, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de la gestion de la chose publique, la gestion des entreprises publiques. On a vu beaucoup de choses qui se passent. On a vu beaucoup. Et nous allons essayer d'en parler aujourd'hui afin d'avoir des lumières qui prévoient les lois, qui prévoient la gestion de ces entreprises. Et une fois de plus, nous recevons ces dignes fils du pays qui nous montrent de belles choses, qui ont encore de belles choses à nous montrer afin que la République soit sauvée. Nous recevons pour vous Monsieur Bongungu. Monsieur Bongungu, bonjour. Bonjour Prince. Je pense que vous êtes bien portant. Oui, relativement bien portant pour le poids de l'âge que je porte. Dieu fait grâce. Et je peux dire merci au Seigneur pour la santé. Nous essayons de l'entretenir au mieux que nous pouvons. Et nous voici à votre disposition pour répondre à la série de questions que vous aurez probablement nous proposer en rapport avec des questions soulevées en rapport avec la gestion de la chose publique. Mais et cela au regard de la recherche, de la quête commune du bien commun. Gérer, c'est une bonne chose, mais gérer, c'est toujours, ça a un sens quand ça porte sur le bien commun. Voilà. Ok, merci beaucoup. Paix et grâce toujours, que, comme nous le disons. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a plusieurs chutes, plusieurs faillites aux entreprises publiques. Vous êtes un expert, vous avez de l'expérience, beaucoup de connaissances. Quand vous regardez la chute, la faillite de plusieurs entreprises, qu'est-ce que vous vous dites particulièrement? Oui, en particulier, je voudrais parler plus de l'échec national. Parce que mon regard remonte toujours aux années 1960, avec raison. En 1960, exactement le 30 juin, quand nous accédions à la souveraineté internationale, en fait, les dirigeants de l'époque, que nous appelons communément les pères de l'indépendance, indiquaient répondre à une attente sociale primordiale, à savoir construire la paix. La paix entendue, comme le disait Saint Paul VI, le pape Paul VI, la paix c'est notre nom pour le développement, donc une paix durable. Et le peuple congolais avait nourri une utopie. Mais le constat est que 65 ans après, cette utopie populaire de construction d'une paix durable, donc d'un développement durable, eh bien cette utopie apparaît comme définitivement hors portée pour la société, pour le peuple et même pour l'État congolais. Voilà la préoccupation essentielle. Et le regard va tout de suite vers ceux qui détiennent les rênes de la gestion de la chose publique. Alors je parle de l'échec, pourquoi? Tout simplement parce que je me dis, nous avons manqué le premier coup de pioche. En 65 ans, je résume personnellement l'évolution nationale. Cette navigation a vu en quelques 5 étapes. Je vois les années cha-cha-cha, l'euphorie de l'accession du pays à l'indépendance, les années 1960. On a dansé, et d'ailleurs nous continuons à danser aujourd'hui les cha-cha-cha. C'est devenu même un hymne africain. Et on peut dire que de 67 à 1975, je parle des années de labeur,
Je me souviens que le président Mobutu, quand il avait pris le pouvoir, en 1965 déjà, il avait dit au peuple congolais, retroussons les manches. Donc, il faut travailler. Le bonheur commun, c'est dans le travail collectif et individuel. Et ces années de dur labeur nous ont apporté un peu de bonheur. Labeur, bonheur. Malheureusement, à partir des années 77, nous avons perdu, en fait, la boussole pour le travail. On s'est arrumé. Est-ce que c'est parce que les impairs parti-État nous ont embarqués un peu dans la réjouissance, jusqu'à ce que nous avons même mal interprété quand on dit, quand le président Mobutu disait « Heureux le peuple qui chante et qui danse ». Vraisemblablement et certainement, il ne disait pas qu'il fallait danser et chanter pour être heureux. Non, il dit, vous constatez avec moi que ce peuple qui chante et qui danse est heureux. Et c'était ça. Hein, le fond Ils sont heureux par le fruit du travail. Par le fruit du travail. Mais aussitôt après, lui-même qui, en 1965, condamnait la classe politique de ce qu'elle était en train de chercher à récolter le fruit là où elle n'avait pas sémé, eh bien, il a laissé la même classe politique, maintenant sous sa conduite, hein, jouir et commencer à récolter là où elle n'avait pas sémé. Ils se sont dit, le président aime beaucoup les chants et la danse. Non, je ne pense pas que le président aime beaucoup les chants et la danse. Le président Mobutu voulait dire. Et c'était compris un peu dans ce sens-là. Non, malheureusement, parce que regardez aujourd'hui, ça a continué. La suite de l'après-Mobutu, Mzee Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, c'est le peuple qui enclenche les chants et les danses. Donc, c'est finalement un peu dans notre ADN culturel, quelque part. Mais cela ne nous dédouane pas les responsables de leurs obligations. Donc, après les années de dur labeur, il y a eu les années 80, ça a conduit aux années 90, hein, donc les années, je peux dire, délire, qui ont atteint leur apogée avec la conférence nationale souveraine. C'était vraiment le délire. Vous vous rendez compte, nous avions près de 3000 délégués à la conférence nationale souveraine. Pendant près de 2 ans, hommes et femmes ne travaillaient plus. Vous imaginez si, par exemple, ils avaient pris quelques hectares de terre en Sélé ou à Maluku, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas produit? Eh bien, on a alors vraiment institutionnalisé ce régime dit chachacha, que nous appelons délire, année délire. Et après les années délire, nous avons dans les années 2010, année d'élige. C'est les déliges. Parce que nous sommes rentrés dans des débats, des dialogues, des confrontations interminables. Des confrontations istes. Parce qu'en fait, le vrai problème du Congo, et ça je terminerai peut-être par là, c'est d'avoir développé la pensée autour des ismes. On aura des lumumbistes, des mobutistes, on n'a pas parlé des kasaboubistes, de kabilistes, de tshisekédistes, etc. C'est des ismes. Et pourquoi vous avez pris l'année 2010 au lieu de commencer par 2000? Non, je parle des années 2000. 10, ça c'est l'apogée en fait. Parce que, n'oublions pas, 2004, 2006, c'est un peu la mise en place des résultats du dialogue intercongolais avec le régime 1+4. Et nous avons... Là, c'est 2001, je pense. Oui, 2001, ça c'était le dialogue. Mais le régime 1+4, c'est 2004-2006. Parce qu'on a eu les premières élections, en fait, en 2006. Démocratique, comme on dit. 2006. Et ça a commencé le premier quinquennat de Joseph Kabila. Et malheureusement, nous sommes rentrés
dans les tourbillons d'une déficience, ou plutôt d'un déficit d'autodétermination. Parce que quand le gouvernement Joseph Kabila lance le 5 chantiers avec le gouvernement chinois, eh bien, nous-mêmes Congolais, nous avions critiqué, attaqué ce programme. Juste pour avoir de lumière, comment vous avez regardé, entendu les programmes du président Joseph Kabila sur les chantiers? Oui. Et qu'est-ce que vous avez remarqué et vous avez constaté par rapport à cela? Non, on n'avait pas de choix. Vous savez, quand en 2001, Joseph Kabila accède à la magistrature suprême, la coopération structurelle avec les partenaires internationaux, techniques et financiers, était déjà rompue. Avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international. Apparemment, les 5 chantiers nous apportent plus de problèmes que des solutions. Ah non, pas du tout. Ils auraient dû nous apporter des solutions. Mais cela n'a pas été effectif. Non, je préfère éviter les raccourcis, s'il vous plaît. Vous savez, personnellement, je me souviens avoir maudit, entre guillemets, les 5 chantiers. J'ai raté un vol. J'allais à l'aéroport de Ndjili. Et j'ai dû rater un vol. Parce que depuis le boulevard du 30 juin, Lumumba, pour arriver à l'aéroport, c'était la croix et la bannière. Comme je connaissais le conseiller en charge des infrastructures du président Kabila, je l'ai appelé pour dire, mais mon ami, qu'est-ce qui se passe? Ingénieur Kimbembe, qu'est-ce qui se passe? Nous pourrissons ici. Il me dit, cher aîné, nous n'avons pas le choix. Observez la situation de nos 2 boulevards. Effectivement, malgré que j'avais raté le vol, j'avais compris. Il m'avait même déclaré que même les chancelleries appelaient à la présidence de la République pour dire que ça devenait insupportable. Les travaux d'agrandissement, de réhabilitation du boulevard du 30 juin et boulevard Lumumba. Mais c'était les 5 chantiers. Ça n'aurait pas été possible sans les 5 chantiers, par exemple. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui les drames que nous vivons à Kinshasa si le boulevard du 30 juin et Lumumba n'avaient pas été rénovés, agrandis à cette époque? Mais nous constatons que ce n'est pas insuffisant. Mais à supposer qu'on n'aurait pas fait ce qui avait été fait en ce moment-là. On a dit non, les Chinois, ils exagèrent le coût. Non, c'est nous. C'est la qualité du travail. Si nous avons besoin du bon travail, eh bien, ça a un prix, ça a un coût. Et nous avons des capacités pour pouvoir analyser ces coûts-là et dire oui, nous les assumons à ce niveau-là. Et à nous également, maîtres d'œuvre ou maîtres d'œuvre délégués, à assurer le contrôle pour nous assurer que le travail qui s'exécute se fait conformément au cahier des charges. Et que l'entreprise, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit occidentale ou autre, est en train de faire l'ouvrage que nous attendons au prix consenti. Donc le problème, ce n'est pas la source. Mais vous comprendrez, si je l'ai dit ainsi, c'est parce qu'en 2001, c'était la conditionnalité à Joseph Kabila. Si vous voulez que nous reprenions la coopération structurelle avec votre pays, vous devez accepter nos conditions. Voilà d'où est partie l'idée des engagements des réformes. Et c'est en 2004 que le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques avait été créé, COPIREP. Et c'est en 2008 que les lois, les 4 lois sur la réforme, la transformation des entreprises publiques, avaient été promulguées en juillet 2008. Après quelques années, 3-4 ans, de travail harassant et de discussions parlementaires. Donc, si vous permettez que je termine. Oui, allez-y. C'était une parenthèse pour répondre à votre sous-question.
Eh oui, bien, bon, ce n'est pas seulement ma question. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Qu'est-ce que le pays a bénéficié de ces programmes 5 chantiers? Mais ça nous a mené où? Non, mais le programme 5 chantiers n'a pas été exécuté à la hauteur des premiers engagements. Vous savez pourquoi? Même au Parlement congolais, on en avait discuté. Il y a eu des Congolais qui se faisaient ténors pour contester, pour combattre le programme 5 chantiers. Mais écoutez, qu'est-ce que la Chine ne fait pas? La Chine est présente dans le monde entier aujourd'hui. Les investissements chinois. OK? C'est à travers le monde. La politique des petits pas a conduit en fait à asseoir le pouvoir, l'emprise de la Chine, l'emprise économique de la Chine. Donc, on pourra y revenir. Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est que après les années délire de la conférence nationale souveraine, nous sommes entrés dans les années d'élige. Et ce qu'il est à craindre, c'est qu'aujourd'hui, les années 2020 se traduisent en années naufrage. Vous voyez? Délige, nous sommes sous les déliges, déjà ça, on le voit. Mais si nous ne dressons pas le front, si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous mettons pas en mouvement, debout et en mouvement, eh bien, bientôt, c'est le naufrage. Et tout ce qu'on aura pris comme mesure, dialogue entre les figures sociopolitiques marquantes du pays, pour espérer conjurer le risque funeste de ce naufrage, n'apporteront rien. Ok. Attaquons les réformes 2008 par les copyrights. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes que nos entreprises rencontrent par rapport à ces réformes. Apparemment, ces réformes ne sont pas prises en compte dans notre pays. Oui. Vous savez, les réformes, le problème, c'est que ces réformes sont tissées comme des greffes à l'arbre institutionnel national. Vous savez, on réforme une entreprise, le secteur du portefeuille, qui est déjà miné de l'intérieur. Mais quelle réforme on peut, en fait, engager pour espérer quoi? Que cet arbre dont les racines sont complètement pourries, même si on fait des greffes au niveau des branchages et autres, ça ne va rien donner. C'est pourquoi nous revenons toujours sur l'engagement des pères de l'indépendance. Je reviens sur la promesse de Lumumba. Je crois en avoir parlé lors d'une de nos interviews précédentes. Okay. Qu'est-ce qu'il disait? Et en ce moment-là, ce n'était pas dit lumumbisme. Vous voyez le drame. C'est que nous avons décroché. On a mis le tout, les débats, les idées sur les personnes. Lumumbisme, moboutisme, etc. Non. Quand Lumumba disait que notre choix de la voie de l'indépendance rapide, c'est le choix de la liberté et de la fierté. C'était l'option nationale. Rien de Lumumba là-bas, rien de Kasavubu, rien de qui que ce soit. C'était les pères de l'indépendance qui s'exprimaient par la voix de Lumumba. La voix de la liberté et de la fierté. Pourquoi? Et il justifiait. Parce que un peuple, un pays qui n'est pas indépendant, quels que soient les acquis positifs du système colonial, quel que soit tout ce qu'on peut tirer du passé récent, eh bien, ce peuple-là, ce pays-là n'a pas l'essentiel. C'est pourquoi il faut s'assumer. Il faut que nous nous retrouvions entre nous-mêmes, après avoir été maltraités, avilis, eh bien, retrouvons-nous entre nous-mêmes pour choisir
pour dire le Congo que nous voulons, donc définir, assumer notre destin, l'assumer par nous-mêmes, tel que voulu par nous-mêmes, et ainsi définir les nouvelles structures qui soient adaptées à notre caractère, à notre mentalité, et évacuer toutes ces mentalités qui nous ont été imposées par la colonisation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des structures qui répondent à notre vie? Nous n'en avons pas du tout parce que nous ne les avons même pas pensées. Je ne cesse de le répéter. C'est pourquoi je dis, on réforme un arbre qui est déjà penché à l'âge mûr, on ne trouvera pas de résultats. Il faut refonder le Congo. Il faut repartir des racines. Et en ce moment-là, on pourra envisager des réformes ou des adaptations. Mais commençons d'abord par définir le Congo que nous voulons. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Pour revenir au portefeuille de l'État, l'utopie populaire de construction d'une paix durable, d'un développement durable pour l'ensemble, c'est-à-dire le bien commun, eh bien cette utopie est devenue aujourd'hui hors portée. Pourquoi? Parce que les structures que nous avions héritées de la colonisation et que nous essayons de réformer tant bien que mal, ces structures sont inadaptées aujourd'hui. Et c'est tellement inadapté que même la réforme qu'on a lancée en 2008, qui a aujourd'hui, c'est combien? 17 ans. Vous vous rendez compte? 17 ans, eh bien, ce programme de réforme-là, qui avait été inspiré et imposé pratiquement par les partenaires, dont le Fonds monétaire et la Banque mondiale, nous sommes révélés incapables de l'intérioriser, de l'assumer et de le conduire. De sorte que toutes les entreprises publiques, principalement les 7 qui ont été transformées en sociétés commerciales, sont des entreprises, des sociétés faillies. On peut les citer. Vous avez la Régie des voies aériennes, la société commerciale de postes et télécommunications. Vous avez la Société nationale d'électricité, la Régie de distribution d'eau. Vous avez la Société commerciale des transports et ports, ONATRA, qui a repris aussi son acronyme ONATRA. Vous avez la SNCC, Société nationale des chemins de fer, et vous avez la GECAMIN. Voilà les 7 sociétés retenues à l'époque comme structurantes de l'économie nationale et sur lesquelles le programme de réforme s'était appuyé dans l'espoir de booster l'économie nationale. Mais quand on examine aujourd'hui, faute d'une bonne gestion, eh bien, ces sociétés-là sont faillies et les institutions publiques sont démissionnaires. Ok. En commençant par le Parlement, le gouvernement et puis les équipes, comités de direction, conseils d'administration de la plupart de ces sociétés-là. Ok, on va aller dans des responsabilités parce que des responsabilités sont partagées. Quand nous regardons ces réformes, est-ce que cela ne cause pas de problème parce que cela a été imposé par la Banque mondiale? Non, nous disons imposer. Parce que cela n'est pas venu proprement de nous. Oui, mais le problème, c'est que, je l'avais dit encore au cours d'une émission, depuis 2004, j'avais même rappelé le propos du président français Emmanuel Macron, quand il est arrivé ici en 2023. Il nous a dit, depuis 2004, ok, l'État congolais se révèle incapable de restaurer sa souveraineté. 94, je pense. Depuis 1994. Oui. Hein, l'État congolais se montre incapable
désespérément incapable de restaurer sa souveraineté au plan sécuritaire, de la défense, économique, sociale. C'est la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi il rappelait 2004 94. C'est parce que il a trouvé dans les rapports officiels du gouvernement français. Parce que j'ai rappelé qu'en 94, c'est l'année au cours de laquelle Emmanuel Macron avait eu son bac. Donc, il n'était pas encore aux affaires. Il n'était même pas encore pressenti comme étant appelé à jouer quelconque rôle public en France. Mais regardez que dans la continuité des affaires, au niveau du gouvernement français, il a eu des rapports qui lui révélaient que depuis 1994, ce pays-là, Zaïre, redevenu Congo, est incapable de restaurer sa souveraineté. Donc voilà la préoccupation. Mais les partenaires, ils sont partenaires. Parce que quand nous sommes membres du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, et quand les autres mettent des moyens techniques et financiers à notre portée, à notre disposition pour nous aider à nous relever, mais nous avons l'obligation des résultats. Parce que nos contre-performances peuvent impacter très négativement sur la santé de ces institutions, par exemple de Bretton Woods. OK? Notre incapacité à rembourser les crédits reçus. Mais ça impacte si ça se multiplie au niveau de plusieurs pays. Vous voyez? Donc, c'est vrai, nous disons imposer parce qu'on conditionne la reprise de la coopération comme c'était le cas en 2001. C'est vrai, mais on n'avait pas de choix. Et je crois que si le régime Kabila, Joseph, avait pensé au contrat chinois, c'était un peu pour essayer de s'affranchir de la contrainte Banque mondiale, Fonds monétaire, en rapport avec justement cette conditionnalité pour la reprise de la coopération structurelle. Alors, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas, on ne nous impose pas, on nous dit, si vous voulez prendre notre assistance, voici ce qu'il faut faire. Nous disons oui, nous acceptons. Mais ce qui est important, c'est comme Lumumba avait promis. Il faut maintenant assumer ce destin-là. Ce destin-là, nous disons, voilà, la réforme, c'est celle-là. Et selon vous... Alors, est-ce que nous l'intériorisons? Est-ce que nous la comprenons? Et est-ce que surtout, nous l'assumons? J'ai dit, nous n'assumons pas. J'ai dit imposer, c'est un peu par caricature. Mais c'est pour nous juger nous-mêmes assez sévèrement. Et à juste titre, nous n'assumons pas. Et ça paraît comme si on nous l'impose, non? On nous propose. Parce que nous pouvons dire non. OK? Mais nous disons oui. Et quand mais nous disons allons non, jusqu'au bout. Quand nous disons non, oui, à telle proposition, oui, qu'est-ce que ça pourrait arriver? La rupture avec la coopération avec la Banque mais écoute, Prince, mais nous avons vécu ici des années sans coopération, déjà depuis Mobutu. Vous savez, c'est depuis le massacre de l'Inilou qui avait été fabriqué. Il y a eu des incidents, c'est vrai, mais les médias occidentaux, avec la complicité indolente de nous, Zaïrois, classe politique zaïrois, il y en a qui étaient même partis à Washington. Je me souviens encore Moulaja, un cadre de l'IDPS qui était proche de Kibasa Maliba. Il le disait sur le plateau de la RTNC qu'il était, lui, dans l'antichambre du bureau Oval de Clinton pour monter cette histoire-là de massacre de l'Inilou, de manière à faire très mal au gouvernement, au régime Mobutu, mais malheureusement aussi au peuple zaïrois, au Zaïre, notre pays. Et je me rappelle que le journaliste de la RTNC, les jeunes, lui posait la question. Et que dites-vous, monsieur Moulaja, si aujourd'hui d'autres compatriotes congolais menaient de telles actions, ne les qualifierait pas d'actions antipatrie, ok? Mais il n'avait pas eu de réponse. C'est Guy Matundu, je crois,
Hein, je me souviens très bien de cette émission-là, sur le plateau de la RTNC. Eh bien, c'est ce que nous avons été capables simplement d'aller déshabiller le pays. Mais nous n'avons pas été capables de donner des répondants aux propositions, aux réflexions des partenaires extérieurs. Et c'est là le hic. Donc nous avons adhéré à la réforme des entreprises publiques, mais nous n'avons pas été capables en 17 ans d'assumer le destin qui découlait de la mise en œuvre insuffisante de ce processus, de ce programme-là des réformes. Et je parle d'incapacité, pourquoi? Parce que, regardez, en 17 ans, ni les gouvernements, ni le Parlement, aucune institution n'a pris soin d'évaluer, même à mi-parcours, la mise en œuvre de ces lois-là. OK. Et conséquence, aujourd'hui, aucune entreprise, aucune, hein, n'est viable. Et même une autre conséquence sociale inquiétante, c'est quoi? C'est que le gouvernement disparaît, il laisse le devant même aux travailleurs de ces entreprises. Donc vous voyez par exemple des syndicats des travailleurs imposer la loi au gouvernement pour dire nous ne voulons pas de cette orientation-ci. Est-ce que ce n'est pas de l'ignorance où l'État n'a pas aussi assez vulgarisé ces réformes? Non, le problème, c'est même pas de vulgariser. Le problème, c'est d'appliquer. La vulgarisation, c'est une chose, c'est vrai. Mais c'est d'appliquer le programme. Mais regardez, les lois qui ont été prises, par exemple, la loi sur l'eau, sur l'électricité, elles ne sont pas appliquées, sinon partiellement, timidement. Et de manière vraiment timorée. Timorée. On aurait dû avoir déjà plusieurs opérateurs privés ici. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'on avait dit on libéralise les secteurs. Mais pourquoi on n'a pas ces opérateurs privés? Les seuls opérateurs en vue que nous avons, c'est des opérateurs, des sociétés commerciales comme la Régie des Eaux et la SNEL, mais qui sont sociétés commerciales, mais avec comme propriétaire le capital entièrement à l'État. Mais où sont les investisseurs privés qu'on pensait attirer par ces lois-là? Est-ce que le gouvernement se pose des questions? Est-ce que le Parlement pose des questions au gouvernement? Parce que si le Parlement, au lieu d'enquiquiner des mandataires publics, le DG SNEL, le DG Régie des Eaux, le DG GECAMIN, si le Parlement pouvait plutôt interpeller les ministères, les ministres sectoriels, parce que ce sont ces ministres-là qui détiennent la politique sectorielle. Et ces ministres, par crainte d'être mis en cause gravement par le Parlement, eux, ils interpelleraient les comités de direction, les conseils d'administration de ces entreprises, tout au moins les animateurs, pour dire, monsieur, nous attendons ceci de vous. OK? Vous avez un cahier de charges ou bien un contrat de concession du secteur de l'eau. Vous devriez recevoir tel moyen de l'État et nous donner tel résultat. Où en êtes-vous? Contrat de performance. Oui. Mais un contrat de concession de base vous dit nous vous donnons la concession du service public de l'eau, du service public de l'électricité. Parce qu'une société commerciale, ça peut être un privé. Elle ne peut pas venir ici et commencer à exploiter les réseaux, les installations qui ont été construites par l'État congolais sans un contrat de concession, par exemple. Donc, nous en sommes là. Le problème, c'est que nous ne gérons pas. Il y a absence de conduite, de pilotage du programme de réforme des entreprises publiques. Et la conséquence, ne soyons pas surpris de voir que ces sociétés commerciales, malgré tout ce qui a été décrit avant, eh bien, elles sont en train de disparaître. Okay, ce ne sont plus des canards boités aujourd'hui, c'est des sociétés carrément faillies. C'est ça la réalité. On a vu ces rapports du DG de la Régie des Eaux. 19 millions d'eau distribuée.
à sa grande surprise, il n'y a que 9 millions de dollars que l'entreprise reçoit chaque mois. Quand vous regardez cette situation, vous étiez là. Vous êtes fils de la maison. Vous étiez à la tête de la régie des eaux. Quand il y a des réactions pareilles par le DG, qu'est-ce que vous dites personnellement? Oui, je n'ai pas suivi le rapport du DG, je ne l'ai pas suivi, mais j'ai vu plutôt un message signé par, je crois, la direction de communication de la régie des eaux. Ça a circulé dans les réseaux sociaux. Il parle de 19, il prend la ville de Kinshasa, qui représente pratiquement plus de 70%, en tout cas du chiffre d'affaires de la régie des eaux RDC. Eh bien, le directeur de communication de la régie des eaux a dit que le comité de direction de la régie des eaux, effectivement, je comprends quand vous parlez d'IDG, a fait ce constat-là, que sur 19 millions de mètres cubes d'eau potable produits à Kinshasa et lancés au réseau de distribution chaque mois, la régie des eaux commercialise seulement 9 millions de mètres cubes. Et si nous prenons, par exemple, que le mètre cube est vendu en moyenne, par exemple, à $1, en ce moment-là, je comprends votre question, votre raisonnement, eh bien, la régie des eaux ne vendrait de l'eau à Kinshasa que pour 9 millions de dollars chaque mois, parce que ça, c'est la vente. Ce n'est pas encore le recouvrement. Ce n'est pas les recettes. Le recouvrement n'est jamais de 100%. OK? Donc, il est à craindre que si la régie des eaux facture pour 9 millions de dollars, elle ne récolte peut-être que 8 millions, 7 millions ou moins. Mais le constat renversant, c'est celui des 10 millions de mètres cubes d'eau qui sont perdus dans la nature. C'est-à-dire que, oui, 10 millions de dollars, par exemple, chaque mois. Allez, écoutez, nous parlons de quoi? 10 millions de dollars que la régie des eaux perd chaque mois. Mais ce qui est grave, c'est que ces pertes-là, c'est les pertes techniques et les pertes commerciales et autres administratives. Parce que le communiqué, le message de la direction de communication de la régie des eaux incrimine même les services commerciaux de la régie des eaux et annonce des contrôles, des descentes inopinées de la haute direction de l'entreprise. C'est par là qu'on ne comprend plus. On comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave, Prince. C'est extrêmement grave. Je dirais même ça, c'est criminel. Parce que ça, c'est de l'autoflagellation. Comment le comité de direction peut constater aujourd'hui, alors que nous savons, il y a une pratique là de compétition même. On attribue même des prix d'excellence XY aux mêmes agences, aux mêmes services de facturation et autres. Mais qu'on se réveille aujourd'hui pour voir que non, on constate qu'il y a des restants dus de plus de 4 milliards qui sont fictifs. Et j'ai vu même le directeur commercial demander qu'on arrête la facturation du mois d'août. Pour dire arrêtez, arrêtez, ça ne va pas. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On devait plonger tout de suite toutes les affaires cessantes. C'est saisir de la direction de la régie des eaux pour mettre hors d'état de nuire les équipes en place pour espérer peut-être limiter les dégâts. Mais aujourd'hui, je peux dire, sans crainte de me tromper, en tant qu'ancien, quand même dirigeant, que là, la société est faillie. Définitivement. Avec un rendement de réseau de 47%, parce que 9 millions sur 19 millions, c'est bien dit que c'est 47% seulement de rendement réseau. Alors que la bonne performance est autour de 70, 75. Je sais que depuis des années, c'était tombé même à moins de 60. C'est vrai. Mais aller en dessous de 50%, Prince, je vous dis, aujourd'hui,
cette société est définitivement faillie. Et ce n'est pas des descentes inopinées des dirigeants en place, je veux bien comprendre, qui vont ressusciter l'entreprise. Non, 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 non. C'est une situation dont le gouvernement devait se saisir, toutes les affaires cessantes, pour faire la lumière et voir si on peut sauver. Mais par quelle mesure sauver le service public? Pas la régie des eaux. La régie des eaux devient irrécupérable. Mais le service public de l'eau devient irrécupérable. Irrécupérable. À ce niveau-là. Aucune société comme ça. Regardez, regardez. Je vous donne cet exemple. Est-ce qu'il fallait-il pas... Bon, allez-y. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'on comprendra ce que je suis en train de dire. Allons dans le domaine de la santé publique. Je ne suis pas médecin, mais j'aime bien, j'aurais pu devenir chirurgien. Parce que mon premier choix, c'était de devenir médecin. Okay? Mais, voilà. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Bon, écoutez, mais j'aurais été chirurgien. Est-ce que vous imaginez une victime d'une attaque, je ne sais pas d'où, on lui coupe les veines jugulaires, hein, les artères carotides, là, tout ça, je ne sais pas, au niveau du cou ici, et le sang gicle. On amène la victime à l'hôpital, et puis on trouve qu'au service des urgences, les médecins disent non, ici chez nous, il faut que nous appelions les chirurgiens. Ah, les chirurgiens ne répondent pas. Hein? Les chirurgiens ne répondent pas, nous attendons. Mais entre-temps, nous allons faire quoi? On fait les examens, hein, compatibilité, groupe A oui, B positif. Eh bien, on va faire la transfusion sanguine. Et vous croyez que nous sommes par exemple minuit, hein, les services, le médecin de garde va se borner à faire la transfusion sanguine en espérant qu'à l'arrivée du chirurgien le matin, il va trouver le patient et tenter de le sauver? Ah non, s'il vous plaît. La transfusion, c'est ce que fait la régie des eaux aujourd'hui. On construit, enfin le gouvernement, on construit des usines. Hein? Hier, la régie des eaux ne produisait pas 19 millions de mètres cubes. Donc, avec les usines qu'on construit, on va augmenter encore la production. Et on pourra passer, ah oui, bien sûr, on pourra passer peut-être à 22 millions, 25 millions par mois. Pendant que les ventes vont peut-être baisser de 9 millions à 8 millions avec la gestion que l'on déplore aujourd'hui. Et quelle est la solution? Et en ce moment-là, le rendement va tomber à 40%, à moins de 40%. Il n'y a aucun redresseur d'entreprise en faillite dans le monde entier. Mais il faut juste identifier par où l'hémorragie s'est fait. Oui, oui, d'accord, mais ça c'est un travail de manager pour tout de suite descendre, mais pas l'équipe en place. L'équipe en place, non. Elle a déjà montré malheureusement ses limites quand elle dit que la solution c'est que la haute direction, je ne sais pas laquelle, va commencer à faire des descentes inopinées sur le terrain pour constater quoi? Oui, pour voir ceux qui volent, ceux qui font des factures, de fausses factures et des factures de complaisance. Allez, ok? Au grand mot, de grands remèdes. Parce que des petits remèdes là n'apportent rien. Ce n'est même pas un remède. Est-ce que lorsque vous regardez ces communiqués, lorsque vous regardez tout ce qui est autour de ces communiqués, est-ce que les comités de gestion ne jettent pas sa responsabilité vers les agences? Non, on ne peut pas. Le comité de gestion ne peut pas le jeter là. Les agences, tout ça travaille sur quoi? Quand on dit la haute direction, quel est le rôle de la haute direction? Qui a reçu un mandat? Le mandat public. Ce sont ceux qui sont nommés par ordonnance présidentielle. Ce sont eux, conseil d'administration et comité de direction. Ce sont eux qui ont reçu le mandat public. Et bien sûr, les directeurs qui reçoivent mandat public par subdélégation. Parce qu'un directeur nommé par le conseil d'administration, il reçoit aussi pouvoir de gestion du conseil d'administration. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce groupe-là. Mais la haute direction, c'est les organes statutaires. C'est le comité de direction. Ce sont ceux-là. Mais je dis, moi je crois qu'ils sont eux-mêmes aujourd'hui frappés, plongés dans la torpeur.
quand ils ont vu cette gravité, parce que moi qui vous parle, j'ai écrit dans mes tribunes, j'ai lancé des tribunes depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour alerter, pour dire c'est catastrophique ce qui est en train d'arriver à l'entreprise. Le rendement réseau était déjà à des 55%, 54%. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que dans l'entretemps, le rendement réseau pouvait tomber à 47%, on voit des 50%. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai vu ça nulle part. En tout cas, pour des sociétés périphériques. Hein, ok? Mais il n'y a jamais eu de redressement possible. Ça ne se redresse pas. Pour ça, il faut simplement enterrer et puis refonder d'autres services publics sur ça. La Régie des eaux telle qu'elle est devenue. Ce que je dis pour la Régie des eaux, sans acharnement, c'est valable pour pratiquement beaucoup d'autres entreprises. Parce que j'ai vu le ministre Sakombi dernièrement lancer une session de formation des jeunes plombiers, des jeunes électriciens, dans le cadre d'un projet Banque mondiale, parce que ce sont des futurs entrepreneurs locaux, tout ça. Allez, soyons sérieux. Cela rentre dans quelle politique sectorielle? Ok? Ces jeunes vont, par exemple, on va externaliser ou sous-traiter certains services d'exploitation de la Régie des eaux. Mais quand on n'a pas résolu le problème lui-même, c'est-à-dire réparer, restaurer les veines et les artères par lesquelles les sang coulent, au lieu d'irriguer le cerveau, par exemple, et quel sang? Le sang oxygéné que nous perdons. C'est-à-dire de l'eau potable et de l'eau déjà traitée qu'on est en train de perdre. Où on a mis des heures et des heures, des jours de travail, des milliers d'agents, des kilowattheures d'énergie électrique, des tonnes de produits chimiques. Allez. Mais le ministre a projeté jusqu'en 2030 pour ce projet. Oui, mais ça m'a fait encore rire parce qu'il a dit, on lui a fait dire que d'ici 2030, regardez, nous sommes en 2025, d'ici 2030, le taux de décès en électricité, par exemple, va passer, je ne sais pas, 10%, 15% aujourd'hui, à 60% dans 5 ans. Allez, si en 30 ans, on n'a pas réussi à ajouter 10%, ok, c'est en 5 ans qu'on va ajouter 40%. Allez, est-ce que nous avons la maîtrise des choses dont nous parlons? Et pendant ce temps-là, je vois le personnel SNEL, les travailleurs, qui marchaient là pour protester contre un projet de démembrement de la SNEL. Je dis, mais... c'est une belle option? Non, mais écoutez, la question c'est dire, demander aux organes statutaires, ici c'est le comité de direction, parce qu'il semble que c'est le conseil d'administration qui projette ça, mais c'est un vieux projet. C'est depuis l'ère Mobutu, déjà dans les années 90, on parlait de ces démembrements. On n'a jamais eu la force de le faire. Et toujours sous cette pesanteur-là, parce que les travailleurs... Non, pour les travailleurs, le syndicat, c'est de s'assurer que les emplois sont garantis demain. Sécurisés. C'est de s'assurer que les conditions de travail sont garanties, de bonnes conditions. Que les conditions sociales, donc les rémunérations autres, sont garanties. Qu'il y ait 10 sociétés, 50... Mais ça, c'est l'État, les institutions étatiques qui doivent assumer ça. Mais ils ont peur de leur avantage. Oui, non, mais le problème, c'est pour les syndicats, c'est exiger. Non. Ici, les démembrements. Non, mais écoutez, quand je suis travailleur d'une entreprise publique, je ne deviens pas propriétaire. C'est un abus. Ces entreprises, ces sociétés appartiennent au peuple congolais. Ce n'est pas à nous, membres du personnel de la société. Parce que moi, j'ai eu la chance, l'opportunité de travailler dans une entreprise publique. Et donc, ça devient ma propriété avec mes collègues travailleurs. Nous sommes 1000, 4000, 5000, 10 000. Et les autres 120 millions de Congolais aujourd'hui, qui sont copropriétaires. Non. Je me souviens que Modeste Bahati, alors président du Sénat, se plaignait.
il parlait presque député en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les institutions du pays laissent aux syndicalistes les devants? Alors, si c'est les syndicalistes qui prennent les devants, donc que les réformes se fassent par les travailleurs. Alors, en quoi nous allons juger la compétence des dirigeants, des gouvernants? Parce que ce sont les gouvernants qui doivent nous mener, qui doivent prendre ces politiques-là, engager ces réformes-là. Et engager aussi les responsabilités. Mais j'ai dit, le rôle des syndicats, c'est de veiller à ce que les voies dans lesquelles on engage les entreprises, la chose publique, ne vont pas impacter négativement sur les conditions de travail. Mais comment on doit rejeter la concurrence? S'il y a la loi sur la libéralisation du secteur, c'est justement pour ouvrir la concurrence. Et la SONAS, aujourd'hui, la SONAS est en concurrence. Il y a des opérateurs, des assureurs privés qui sont venus. Est-ce que la SONAS est en train de pleurer pour dire non, 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 chasser les concurrents? Non, pas du tout. Okay, et comment on peut endormir le peuple en disant non, ce que nous n'avons pas fait en 30, 40 ans, nous allons le faire en 5 ans? C'est quoi? Je parie que le secteur de l'électricité n'ajoutera même pas 1% d'ici 5 ans. Sans exagération, sur le taux de desserte. C'est de l'utopie. Non, on peut. C'est légitime d'avoir une utopie, mais c'est vraiment une utopie irréaliste, quoi. Hein, il faut avoir des utopies. Mais nous sommes dans les utopies, regardez. 2030, c'est l'échéance, c'est l'horizon des ODD. Hein? Objectif du développement durable. C'est la même chose dans le secteur de l'eau. Assainissement. Assainissement pour tous. De l'eau potable pour tous. Mais c'est dans 5 ans. Nous en parlons. Mais où est-ce que nous serons? Le Congo, Kinshasa sera où? Non, nous serons pays solution. Hein? Je l'avais déjà stigmatisé. Okay. Nous, c'est être pays solution pour l'humanité en matière de défis, des changements climatiques, des transitions énergétiques. Voilà. Notre rôle, c'est de nous projeter en pays solution. Alors que nous sommes incapables pour les secteurs vitaux. Et je reviens pour vous dire pourquoi j'ai abordé la question. C'est parce que justement, au lieu de faire le travail qu'on aurait dû faire de fondation, nous nous sommes arrêtés à la superstructure, essayer de rafistoler, mais sans incidence possible. Conséquence, nous avons perdu le ciment du vivre ensemble, c'est-à-dire les services publics essentiels. Quand nous parlons d'eau, d'électricité, de transport, de santé, d'éducation, ces services publics-là, eh bien, ils sont complètement laminés, ils sont presque morts, et conséquence, il n'y a pas le ciment du vivre ensemble. C'est-à-dire que le Congolais peut juste être chauvin. Nous savons être chauvin, mais pas patriote. Ok, merci beaucoup. Juste cette question d'actualité. Il y a une rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. On a suivi les discours du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et quand vous regardez cette rentrée est-il paisible? Paisible, non, parce que les acteurs eux-mêmes nous montrent que ça ne peut pas être paisible. D'abord, c'est une session parlementaire, ok? Et puis, les agitations, la première journée du 15 septembre a été très agitée, avec, j'étais heureux quand même de voir que le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, a réuni son bureau et a organisé la réception des mails du secrétaire général, des pétitions. Ok? Eh bien, bon, je pense que ça doit œuvrer, participer du souci visible d'apaisement. Mais moi, je suis déçu. Déçu, complètement. Ça me conforte malheureusement dans le constat que je fais. Pour dire que les institutions sont démissionnaires, je prends le Parlement.
Je ne parle pas simplement de la législature en cours. Mais depuis 2008, toutes les législatures successives ne se sont pas occupées du ciment du vivre ensemble. C'est-à-dire, ils ont réformé le portefeuille de l'État. C'est pour améliorer la qualité et la quantité des services publics. En 17 ans, jamais ils ne se sont préoccupés de savoir ce que deviennent ces services publics. Sauf pour dire non, ça ne va pas. Hein, ok, la RVA défaillante, hein, la régie des eaux n'y arrive pas, la SNEL, non, il faut chasser les DG, etc. Il y avait même une décision là. Hein, on chassait le DG de la SNEL. Hein, il avait dû être réintégré. Mais j'ai dit non, on n'aborde pas les questions essentielles, existentielles. Est-ce que cela a été normal, l'interpellation du DG de la SNEL? Oui. Non, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Prince. Ce n'est pas le DG qu'il faut interpeller, c'est le ministre qui a le secteur dans cette attribution. C'est le ministre des ressources hydrauliques et électricité. Parce que lui qui est censé suivre au quotidien le travail qu'abat la SNEL. La SNEL a la responsabilité de distribuer l'électricité. Oui, très bien. Mais ce qui est arrivé à l'aéroport, à l'atterrissage du président de la République, c'était un peu... Non, bon, ça, je n'ose pas me prononcer parce que j'ai lu tout à l'heure un rapport d'une commission mise en place par Kinké Moulumba, qui est président du conseil d'administration de la RVA. Ce rapport-là ne parle pas des éléments qui ont été massivement évoqués par les médias. Donc, je n'ose pas me prononcer. Je vais tout simplement dire ceci. En tout état de cause, il faut interpeller le ministre des Transports. Il faut interpeller le ministre des Mines. Il faut interpeller le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Pour chaque secteur, c'est une façon de les réveiller. Comme ça, chaque ministre, au quotidien. Le problème, c'est qu'on me dit non, ils n'ont plus la tutelle. Non, ils n'ont pas la tutelle de la société commerciale, mais ils ont la tutelle. Ils ont les pleins pouvoirs de la gestion du secteur. Donc, la politique sectorielle, la politique minière, c'est le ministre des Mines. Okay. La politique énergétique, de l'eau, c'est le ministre des Ressources hydrauliques. Tout comme de l'électricité, des transports, c'est le ministre des Transports. C'est comme ça. Il faut réveiller les ministres. Vous savez, j'avais dénoncé cette affaire-là en disant, on peut se poser la question, que font les ministres au quotidien? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils traitent vraiment les questions vitales de leur secteur? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que les courriers, ils ne les traitent pas. Ils ne les lisent pas. Je vous avais donné l'exemple du ministre du Budget à l'époque, de Aimé Boji. C'est le directeur des cabinets agents qui répond à une suggestion que j'avais faite importante sur la réduction du train de vie de l'État à travers les dépenses communes. Et j'ai vu visiblement que le ministre n'avait pas lu. Et même le directeur des cabinets et son adjoint qui signait la lettre sur ordre de son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, ministre d'État à l'époque, eh bien, je vous dis que la question a déjà été prise en charge par ailleurs, etc. Et il répondait sur, disons, il était hors sujet. Ça m'a inquiété. Mais alors, que voulez-vous qu'aujourd'hui, on puisse pérorer sur un incident dramatique? Moi, je préfère ne pas en parler parce que nous ne devons pas mettre sur la place publique de telles faiblesses. Ok, parlons de ce dossier Kamere. Est-ce que Kamere n'est pas un homme incompris par les Congolais? Bon, je ne sais pas le juger, parce que lui-même, est-ce qu'il est différent des autres? Je me souviens à l'époque, quand Kamere était arrêté, mappé, je m'étais fendu d'une tribune. Libérons provisoirement Vital Kamere.
Et je proposais, je crois vous l'avoir dit, Prince, qu'on puisse plutôt mettre de l'argent à disposition pour qu'on construise une prison de haute sécurité, de très haute sécurité, à sur l'île de Boulambemba. Comme ça, tous les anciens, y compris les actuels, on nous enferme pour nous demander, en fait, de confesser, que chacun puisse restituer à la République, à l'État congolais, ce qu'il estime détenir, mais de manière indue. Parce que vous savez, mais je n'avais pas eu de réaction de Vital Kamerhe lui-même. Il semble qu'il avait même douté de la sincérité de mon propos. Hein. Je ne confirme pas. Mais ça m'a étonné. Hein, parce que les dirigeants, aujourd'hui, ne prennent pas le temps d'écouter. Dans une société en difficulté comme la nôtre, les gouvernants devraient être aiguillonnés par des suggestions, positives comme négatives, critiques comme très critiques, qui viennent de partout, de toutes les élites. Okay? Au-delà de ce que le peuple est en train de transmettre. Mais, malheureusement, la chose se passe seulement entre les figures sociopolitiques marquantes. Moi, je ne suis pas parmi ces figures sociopolitiques marquantes. De sorte que quand on parle de crise, crise de légitimité du pouvoir, dialogue, c'est entre les figures sociopolitiques marquantes, où on trouvera des tshisekédistes, des lumumbistes, des mobutistes. Je dis non, c'est sans contenu. Il n'y a aucun contenu dans le lumumbisme. Parce qu'il n'y a jamais eu un véritable lumumbiste. On n'en a jamais dit. J'en ai parlé à un vétéran qui s'est dit lumumbiste ici. On a eu à discuter là-dessus. Donc, c'est sans contenu. Parlons plutôt de ces idées qui ont été véhiculées, de ces visions, de ces utopies qui ont été formées par les hommes politiques, les hommes d'État congolais. Donc, au lieu de voir que le dialogue à faire, la réconciliation à faire, c'est entre le peuple d'en haut, c'est-à-dire ces figures sociopolitiques marquantes, et le peuple d'en bas, parce qu'il y a rupture. Je n'ose pas être prophète du catastrophisme, apôtre dit catastrophisme. Je refuse qu'on me taxe ainsi. Mais pourquoi refusez-vous de voir ce spectre lugubre-là à l'horizon proche? Pourquoi? Vous savez, en 89, je me souviens, c'est le président, le maréchal Mobutu. Si en 90, il avait lancé les consultations populaires avec Edouard Mokolo, c'était à la suite de quoi? Principalement des remous qu'il y avait eu. Et ces remous, vous savez, qu'est-ce qu'il y avait suscité? C'était très loin, hein? Son ami Nicolas Ceausescu et Elena, son épouse, avaient été zigouillés comme ça. Et l'image avait circulé. C'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas souhaiter. Mais mieux vaut prévenir. Ok? Nous sommes en train de suivre le Népal. Ce qui se passe au Népal. Comme ça. Parce que simplement le gouvernement, le Premier ministre avait décidé d'interrompre les réseaux sociaux. Vous savez? C'est le ras-le-bol. Moi, j'ai dit, les colères cumulées, une fois qu'il y a une étincelle vive qui tombe dessus, ça peut faire flamber l'édifice et faire tout écrouler. Alors j'ai dit, il faut que le dialogue dont nous parlons soit le dialogue de la réconciliation véritable des cœurs. J'avais insisté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui si Kamerhe tombe ou Kamerhe pourrait accepter un dialogue sincère comme ça? Parce que la tête de Kamerhe est recherchée aujourd'hui. Non, recherchée par les députés, ça c'est leur affaire interne. Ne donnons pas à cela plus d'importance qu'il doit y en avoir. Il y a plus d'importance à voir qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas d'électricité, qu'on a un problème de voirie. À Kinshasa, par exemple, devenu presque insoluble à l'approche de la saison des pluies. Vous savez, moi... Kamerhe tombe ou pas, ça m'est égal. Je ne souhaiterais pas qu'il tombe. Mais s'il tombe, ce n'est pas la première fois, lui-même l'a dit, qu'il tombe.
Il avait dit démissionner, non? Sous Kabila. Non, non, le problème, c'est que ce n'est pas un problème national. Ça ne doit pas être un problème national. C'est un problème de l'institution Parlement et encore de l'institution Assemblée nationale. S'il vous plaît, que l'attention de nos députés se déporte. J'avais fait ma lettre ouverte, Kinshasa et Kobongate, aux députés et aux sénateurs. Ça fait plus de 8 mois aujourd'hui. Aucune réaction. Et j'avais expliqué pourquoi. Et je nous mettais en garde contre. Là, ce n'est pas leur affaire. Mais vous vous rendez compte? Mais la population, c'est là. C'est là. Nous vivons. Regardez ici. Par exemple, dans notre quartier, nous sommes en train de cotiser pour essayer de rafistoler quelques voiries pour limiter les dégâts. Parce qu'immanquablement, il va y avoir des dégâts avec les pluies. Nous avons même appelé le DG de l'OVD, mon ami Victor Toumba, qui m'avait dit non, calme-toi, cher ami, j'appelle l'entreprise. Ça fait 3e semaine. Pas de suite. Et entre-temps, on va arrêter les pluies. Et quand les pluies vont venir, mais nos maisons vont partir. Et il y aura des morts. Vous savez, moi-même, je vous l'ai dit une fois, je suis victime de la pluie du 12 décembre 2022. J'avais perdu le tendon quadricipital, puisque j'étais sur le collecteur, le grand collecteur du bassin de la source de Lukunga, ici, chez nous. J'étais tombé, et puis j'ai eu la jambe cassée en deux, parce que les tendons quadricipitaux étaient coupés. 6 mois au lit, opéré au centre pour handicapés, ici, sur Léry. Donc, vous voyez, ça, ce sont... Et je ne suis pas pris en charge. OK? Je ne suis pas pris en charge. La Régie des eaux n'a même pas daigné que j'ai servi pendant près de 45 ans. Même me supporter pour $100. Alors que j'ai droit. Donc, vous voyez, le problème, c'est quoi? Que les députés s'occupent de ça, de ces questions-là. Non, s'il vous plaît. Si on avait dit à l'opinion que non, on descendait caméra parce qu'on voulait voir clair dans la réforme des entreprises publiques. Là, et il a bloqué. Ah oui, pourquoi l'eau potable? On en manque. Il a bloqué l'électricité. Pourquoi le problème des voiries? Il n'y a pas des questions essentielles. Non, je n'ai pas entendu ça. Mais alors, assez. Qu'on arrête de se moquer de nous. En tout cas, pas moi. Moi, je suis dans le peuple d'en haut, malheureusement. Même si je n'ai pas de responsabilité publique. Mais au niveau de l'opinion de l'homme de la rue, je suis dans le peuple d'en haut. Donc, assez. Mettons un grand débat national, comme j'avais suggéré, novateur, pour un Congo moderne, mais qui permet de sceller la réconciliation véritable des cœurs entre le peuple d'en haut et le peuple d'en bas. Parce que tout ce qu'on va avoir là, union sacrée, union ceci, multi-ceci, eh bien, ça, ce sont des petits navires de cabotage. Mais quand le Titanic va couler, même ces petites embarcations de cabotage vont couler avec le Titanic. Personne, alors personne, ni puissant, ni riche, ni pauvre, ni faible, personne n'échapperait à un tel tsunami. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'économie d'un tel tsunami à notre Congo qui est déjà meurtri depuis des décennies? Parce qu'il y a moyen d'éviter ça. Et pour éviter ça, il faut ce grand débat national pour refonder le Congo, mais assorti d'un programme de déclic et de confiance, c'est-à-dire qui nous permettent de voir comment sauver, comment avoir des voiries acceptables, comment avoir un service d'électricité, un service d'eau, des soins médicaux, etc. L'accès aux soins médicaux, l'accès à l'éducation acceptable. Voilà ce qu'il faut. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Papa Bombongo. Est-ce que vous avez un dernier mot à s'adresser autant des Congolais partout qui nous suivent dans le monde? Oui, comme mot intérimaire de la fin, parce qu'il n'y aura pas de fin, moi je n'ai pas encore fini de livrer il y a toujours des choses. Mes opinions, je voudrais instamment dire à notre peuple de comprendre que nous devons, et surtout aux élites, nous devons changer de cap. Nous sommes en guerre,
parce qu'on nous impose, mais faisons la guerre. Et pour faire cette guerre-là, toutes les voies sont possibles. Hein, j'ai entendu le président Trump dire, par exemple, une journaliste avant de quitter Washington, ah non, il faut que le président ukrainien obtienne un accord avec la Russie. Oui. Donc, tout ce qui peut aider, concourir à obtenir la paix, les vivre ensemble. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, d'abord, à l'intérieur. Parce que ce vivre ensemble intérieur, dans une société multi-ethnique comme la nôtre, multi-tribale, je peux même dire raciale, impose que nous puissions écouter la sagesse de Martin Luther King. Je crois que c'est le président Bill Clinton qui avait repris dans son ouvrage en 2000, Se préparer pour le 21e siècle, hein, quand histoire et gloire, espoir se rencontrent. Eh bien, il faut que histoire et gloire se rencontrent aussi pour le peuple congolais. Et cette sagesse de Martin Luther King, c'était de dire les hommes se haïssent, les Congolais se haïssent, parce qu'ils ont peur les uns des autres. Aujourd'hui, nous nous haïssons parce que nous avons peur les uns des autres. Et nous avons peur les uns des autres parce que nous ne nous connaissons pas les uns les autres. Nous ne nous connaissons pas parce que nous ne pouvons pas apprendre à nous connaître. Ok? Et pourquoi nous ne pouvons pas apprendre à nous connaître? Parce que nous sommes séparés même par un simple fossé psychologique. Et ça, c'est grave. C'est pourquoi je m'adresse principalement à la première institution, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, de nous aider à interpeller la population pour que nous arrêtions de communiquer sur ces questions excessivement sensibles qui sont en train de creuser la haine, l'ignorance des uns par rapport aux autres, les fossés psychologiques. Rappelez-vous, il y a un homme politique congolais, sénateur, député honoraire, je pense, je dois les citer, c'est Maître Moïse Nyarugabo, qui rappelle souvent cela. Parce que c'est toujours dans la série de Martin Luther King. Si nous ne pouvons pas vivre ensemble comme des frères et sœurs entre nous, nous mourrons tous comme des idiots. Il me semble que c'était toujours dans la série de cette pensée de Martin Luther King. Non. Ce que nous entendons chaque jour, qui est débité, surtout dans les réseaux sociaux, par des experts des Congolais qui sont devenus experts en tout. Ok? Et je crois que l'opinion, pas même des gnosologues. Ok? Non. Qu'on arrête. Qu'on arrête. Et surtout, les communicateurs des tendances, des leaders politiques et sociaux. Non. Nous faisons mal. Parce que, au lieu de créer le rapprochement, nous sommes en train de creuser ce fossé-là, psychologique. Okay? Qu'on laisse un peu à des élites politiques, vraies, intellectuelles, vraies, économiques, vraies, artistiques, vraies, culturelles, vraies, techniques, vraies, religieuses, vraies, des vrais. Pas parce que tel, il est prophète, il est apôtre, on doit interdire. Il y a excessivement de dérives, les choses que nous disons, il y a trop de dérives. Et croyez-moi, cela ne va pas nous aider à économiser le tsunami
qui pointe à l'horizon, qui est en train de déferler sur l'horizon. Un tsunami social, exterminateur, égalisateur des destins. C'est-à-dire que tout le monde va être nivelé là. Il ne faut pas qu'on travaille pour appauvrir les riches. Non. Okay? Même quand on parle de réduction du train de vie, l'idée, ce n'est pas d'appauvrir ceux qui gagnent beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il y a un président américain célèbre qui avait dit ça. On n'enrichit pas les pauvres en appauvrissant les riches. Non. OK? Attention, ne tombons pas dans ça. Il ne faut pas que les riches deviennent notre ennemi. Non. OK? Non. Parce que le danger est quoi? Et c'est Jacques Attali qui nous enseigne. Entre les deux peuples-là, le peuple d'en haut et le peuple d'en bas, il y a un grand fossé. Et pour le peuple d'en bas, le peuple d'en haut ne fait pas partie du peuple. Et alors que le peuple, c'est un concept global, total. Et si nous, élites, nous n'impulsons pas la tendance dans le sens de la réconciliation véritable des cœurs, comme l'avait recommandé le pape François de Reuze-Mémoire en janvier ici 2023 sur la terre congolaise de Kinshasa, eh bien, et le triptyque qu'il avait préconisé, c'était le dialogue, éducation et travail. Insistons là-dessus, il faut que les autorités nous aident. S'il faut être critiqué pour ça, oui, je pense qu'il le faut. Nous devons arrêter avec des discours qui sont en train de creuser le fossé, même simple fossé psychologique. On est là entre des saints et des démons. Okay? On est là entre des pro-patries et des anti-patries. Non, ce n'est pas ça du tout. On peut avoir des idées opposées sans que nécessairement l'autre que vous dites antipatrie soit réellement antipatrie. Il n'y a pas d'antipatrie. Soyons patriotes sans être chauvins. Merci beaucoup. Soyons patriotes sans être chauvins. C'est le dernier mot de ces missions. C'est digne fils du pays que nous avons l'habitude, nous avons des séries, des émissions avec lui. Il y a encore tant de choses à nous donner. Il y a encore tant d'intelligence et de connaissances à avoir chez lui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Restez fidèles à votre émission et à votre émission Décrypto chaque vendredi, 21h et samedi, 15h. Un grand merci à cet homme qu'on appelle Pacheral Mokonkole, secrétaire de tous les siècles. Nous te saluons là où tu nous suis. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez fidèlement. Commentez l'émission, dites-nous vos propos.